Hop. Voilà, un format un petit peu particulier du coup, où plusieurs promos sont invités à notre visio avec un thème qui a été identifié. Voilà, donc la plantation. Alors mise en place pour les aménagements paysagers et les BPRPL2FP. Donc deux diplômes différents en plus. Donc une visio qui est animée par un paysagiste, donc Pierre-Étienne Le Maréchal, qui va donc vous présenter la plantation ce soir. Voilà. Il y aura ensuite possibilité de poser des questions si vous le souhaitez. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Pierre-Étienne qui va se présenter et pouvoir démarrer sa visioconférence. Bonne soirée. Donc bonsoir à vous tous. Tout d'abord, je vous remercie déjà d'être nombreux à cette vidéoconférence. Donc ça, c'est très bien, ça prouve l'intérêt que vous portez à la plantation et ça, c'est vraiment excellent. Donc Pierre-Étienne Le Maréchal, je suis responsable du secteur entretien à l'entreprise Vaste Paysage qui est basée près du Havre. Donc une société qui a maintenant 35 ans d'ancienneté, qui est plutôt une entreprise familiale et donc qui est voué à faire beaucoup de création, beaucoup d'entretien, et notamment donc de la plantation. Plantation auquel je participais sur le terrain avant, et maintenant je suis plus dans tout ce qui est chiffrage, plan de plantation, plutôt pour des petites plantations, on n'est pas dans des gros volumes. Pour ma part, ensuite, nous on a 2 commerciaux de création où là vraiment, ils peuvent chiffrer des plantations quand même beaucoup plus conséquentes. Donc pour vous parler de la plantation, donc pour nos jardins, ça devient un intérêt vital, également pour le bien-être des personnes, ça on l'oublie quand même assez souvent. C'est vrai que les personnes possédant un jardin, ont besoin de verdure pour leur bien-être et donc ce qu'il faut absolument, c'est planter des arbres, des arbustes, des fleurs, des bulbes, pour avoir une diversité de choix pour agrémenter un jardin. Parce que dans n'importe quelle zone, on a du choix. On a un large panel de végétaux qui permet donc de pouvoir répondre aux exigences de tous nos clients. Nous, dans notre métier donc de paysagiste, on va être force de proposition. On va pas dire qu'on va dire aux clients de planter un maximum parce qu'après, ils ont aussi des contraintes, donc des contraintes d'entretien parce qu'ils ont certainement pas les notions du végétal, ils ont une certaine méconnaissance, un manque de temps aussi, beaucoup pour la plupart et c'est vrai qu'ils n'apprécient pas trop l'entretien du jardin. Avoir un jardin clé en main sans entretien, c'est des demandes qu'on a nous, très souvent et on essaye justement d'aller dans le sens où d'amener à la plantation que ce n'est pas une contrainte. Donc il faut être force de proposition et expliquer l'intérêt, l'utilité, la nécessité de planter des végétaux dans son jardin. Et il faut savoir que pour l'entretien de jardin, bien sûr, que ce soit nous professionnels, donc les jardiniers paysagistes, donc on a aussi un savoir-faire pour entretenir un jardin ou pour aussi transmettre notre savoir. Donc, concernant l'utilité de la plantation, intérêt pour la biodiversité, diminution de la pollution, refuge pour les animaux, îlot de fraîcheur. Ça, on le remarque beaucoup, surtout en période estivale où, on voit beaucoup maintenant de jardins dans des lotissements. C'est ce que j'appelle généralement des jardins morts. Moi, de mon côté, on a une clôture occultante en périphérie de la propriété. On a de la pelouse, une maison, une terrasse, c'est tout. On n'a plus de coin d'ombre dans les jardins. Donc l'intérêt de planter des arbres, c'est de créer, par exemple, donc ces îlots de fraîcheur et aussi des refuges pour les animaux, ce qui est quand même assez souvent oublié. Qu'on ait des auxiliaires ou des ravageurs, on va pouvoir créer un équilibre dans un jardin qui va se qui va se gérer eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir une diversité de végétaux pour engendrer un propre microclimat à son jardin et un refuge utile à tous ces animaux. L'intérêt esthétique aussi, parce que vous ayez un grand ou un petit jardin, il peut devenir une pièce maîtresse dans votre jardin. Ça veut dire que l'arbre, que vous ayez un jardin de 600 carrés, de 2000 carrés, en fonction de son emplacement, en fonction de son essence aussi, ça va devenir le point focal donc de votre jardin. Qu'est-ce qu'un point focal? C'est quelque chose qui va attirer l'œil et donc pour cela, il faut savoir adapter ce qu'on va planter. Ne pas planter un arbre de 20 mètres à moins de 3 mètres d'une maison, c'est ce qui arrive,
par moment, que ce soit les clients qui font cela ne se rendant pas compte justement de la maturité du végétal dans 10, 15, 20 ans. Donc ça, nous, jardiniers paysagistes, on est là aussi pour un rôle de conseil. C'est ce qu'on voit très souvent chez les clients. Ils se sont laissés déborder. Nous, de notre côté, vers Le Havre, on a en ce moment une grosse tendance avec les eucalyptus, les mimosas. Au bout de 0 à 5 ans, c'est mignon, ça fait 3-4 mètres. Au bout de 20 ans, ça en fait 20, 25, 30. Et à élaguer, c'est tout simplement horrible. Donc, il faut absolument aiguiller ces personnes-là. Pour un intérêt protecteur aussi, donc un arbre ou arbuste, ça protège du vent, surtout quand on est sur les plateaux. On voit nos grandes haies, nous, de peupliers, de hêtres, des grandes haies de chêne, et cetera. Donc qui permet vraiment d'avoir un effet brise-vent quand même qui est très intéressant. Aussi pour protéger d'un point de vue, protéger du soleil encore une fois, et ça permet aussi donc de structurer un sol grâce aux racines. On voit beaucoup de nous, de notre côté, des plantations autour de fermes qui sont plantées sur des talus. Ça retient les talus, ça retient l'eau, ça retient les animaux. Bref, on a tout un écosystème, grâce à cela. Donc, c'est pour ça il est important de gérer tout ça. Et pour revenir sur l'intérêt esthétique, c'est vrai que l'arbre devient donc une pièce maîtresse, mais aussi, un massif fleuri avec des périodes de floraison différentes, qu'on se soit bon, principalement donc en période printemps estivale, c'est là où on va avoir le plus de plantations, mais échelonner les floraisons sur un massif, donc là, on a un intérêt esthétique, dans un jardin. Mais avant de planter, bien sûr, on peut choisir son végétal, mais il est très important de connaître son sol. Parce que les différents sols que nous avons, compacts, argileux, c'est des sols, on va dire, qui sont quand même très durs, qui retiennent énormément l'eau, qui sont lourds, qui sont compacts. Bref, pas idéal du tout, pour le système racinaire des végétaux. Et ils ont tendance, justement, quand il n'y a plus d'eau, à se dessécher aussi très rapidement. On voit souvent dans les champs, quand c'est des sols argileux, le premier coup de chaud, ça fait des jardins des sols assez secs. On voit beaucoup de cassures, de fissures, et ça, c'est pas très propice au végétal. Les sols qu'on le rencontre le plus souvent, les sols sains et filtrants, c'est ce qu'on va avoir. Donc ils sont ça, c'est pas ça. Au niveau de la structure du végétal, c'est parfait. Oh, excusez-moi, j'ai un petit souci sur la diapo, là. Je viens de la perdre. Allez, là, c'est reparti. Voilà. Donc, excusez-moi, le sol sain et filtrant, donc, sol que l'on va rencontrer assez souvent. Donc, il faut savoir que ce sol-là, c'est le meilleur support pour la végétation. Il peut être amendé, amélioré avec donc du compost principalement, justement pour améliorer sa texture, pour améliorer aussi du coup le système racinaire du végétal dans les semaines et les mois à venir, quand il va commencer à s'implanter au niveau racinaire. Donc c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Le sol sableux, donc un sol qui est très poreux, qui retient très très peu l'humidité. Donc ça, c'est plutôt des sols type rocailleux, qui ne retiennent pas l'eau, sol type méditerranéen, donc il faut vraiment des plantes qui résistent à la sécheresse. Et on a aussi donc différents types de sols, que ce soit acides, neutres ou basiques. Donc ils sont déterminants dans la bonne croissance de vos plantes, parce que les plantes sont spécifiques à un certain milieu. Ce qui est important, c'est qu'on ne va pas choisir sa plante en fonction de son sol, c'est le sol qui va nous permettre de choisir une plante. Parce que vous ne pourrez jamais modifier un pH. Si vous mettez de la terre de bruyère dans un sol calcaire, vous allez modifier votre pH de 0,1 en un an de temps, et après il va se refaire automatiquement. Donc ne changez pas votre sol, ça ne sert à rien. Il faut absolument adapter sa plante au sol en place. Donc au niveau des expositions, l'exposition pour les végétaux, pareil, elle est très importante. Il faut savoir que, pour exemple, on voit souvent des plantations de végétaux de terre de bruyère, telles hortensia, camélia,
rhododendrons qui sont plantés dans des terrains, enfin dans des expositions plutôt ensoleillées, souvent dans un sol calcaire, ce sont des végétaux qui généralement vont fournir donc des feuilles jaunes, ils vont jaunir, c'est ce qu'on appelle de la chlorose. Donc ça veut dire qu'ils sont en manque de fer, ils sont en souffrance, ils sont carencés parce qu'ils ont justement, cet ensoleillement qui leur déplaît, surtout en période chaude. Le feuillage de ces végétaux-là, peut brûler assez souvent. Donc pareil, choisir son végétal en fonction des expositions, c'est très important. On peut rater une plantation parce que l'exposition n'est pas bonne. Donc pour cela, en gros, on a 3 types d'ensoleillement: ensoleillé, mi-ombre, ombre. Bien tenir compte de ces 3 critères-là lors d'une plantation, parce que sinon vous allez pouvoir donc la rater dans les années à venir. Il est très important de le faire car cela joue donc sur la santé de la plante. Donc maintenant, où est-ce qu'on plante? Donc comme on revient au début de la diaporama, les arbres, il vaut mieux rester à bonne distance des maisons, que ce soit au niveau donc du volume foliaire, donc de la hauteur de l'arbre, 5, 10, 15 mètres, 20 mètres. Il faut quand même rester à très bonne distance des maisons, surtout comme récemment nous en Normandie, on a eu un cas de tempête au mois de novembre. Il y a eu énormément de casses. Vous imaginez même pas les devis d'assurance qui sont tombés pendant 3 semaines, un mois, où je n'ai fait que ça parce que les arbres étaient plantés trop près des maisons et sont tombés sur les toitures, sur des bâtiments, et cetera. Donc ça, il faut faire très attention. Là, on fait attention au volume foliaire, il faut aussi faire attention au volume racinaire. Sur un système racinaire, pareil, ça peut engendrer de gros dégâts. Un exemple, un saule pleureur. Le plus courant, si vous le plantez à moins de 10 mètres d'une surface maçonnée d'une maison, il peut littéralement vous soulever un pilier de portail, vous soulever un enrobé, vous pénétrer dans votre maison directement et donc vous faire des infiltrations d'eau. Et après, c'est fini. C'est que vous, les assurances ne prennent pas en charge généralement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On abat l'arbre et on refait la maçonnerie. Tout ça à votre charge. Donc, c'est pour ça que, au niveau des plantations, il est très important de connaître son végétal. Pour les arbustes, on est quand même moins embêté. Bien sûr, entre eux, il faut réfléchir à une distance de plantation. Mais il est vrai que les arbustes qui soient plantés en quinconce, en linéaire, généralement, on oscille entre 0,80 m, 1,50 m. Si vous les gardez en étayé, donc étayé au carré, ou si vous les laissez en végétaux plutôt en port libre, ça veut dire que là, vous faites une taille dite naturelle, une taille au sécateur, où on éboute uniquement les végétaux étayés. Et là, c'est vrai qu'on peut laisser 1,50 m entre chaque végétal. Nous, de notre côté, dans l'entreprise As Paysage, c'est vrai qu'on évite un maximum de tailler les haies au taille-haie. Les haies carrées, bon, on essaye d'éviter parce que généralement, il y a des périodes bien précises pour les tailler et pour la plupart, on peut, entre guillemets, couper leur floraison. Donc ce qui est important dans cette intervention-là, c'est de planter les végétaux et de les tailler surtout après les floraisons pour pouvoir en profiter. Et concernant les vivaces, donc là, pareil, tout dépend, du massif que vous le souhaitez faire, du souhait du client. Mais c'est vrai que de réaliser une forte densité de plantation, ça évite l'apparition aussi de mauvaises herbes. Donc plus on plante densément, plus les végétaux vont, vont se compléter entre eux, vont pas laisser d'espace vide et ça va permettre de créer donc un florilège de couleurs. Ça évite aussi de poser, parce que nous, on n'apprécie pas non plus énormément de poser de la toile tissée pour des massifs. Avoir une forte densité de plantation, ça permet d'éviter tout ça et d'avoir toujours un sol vivant. Parce que c'est vrai que la toile tissée, mine de rien, ça appauvrit beaucoup un sol. Donc nous, on est plutôt dans cette thématique-là, de créer des fortes densités de plantation qui nécessitent pas forcément beaucoup d'entretien, mais par contre, on a des massifs qui sont vraiment vivants. Donc les différentes étapes de la plantation. Donc là, je vais vous les définir. Donc ce qu'on retrouve le plus sur le terrain. Donc qu'est-ce que l'on plante? Que plantons-nous? Quand plantons-nous et avec quel contenant? Donc là, on revient un peu à la diapo précédente. Vivaces, arbustes, arbres et aussi des bulbes. Parce que les bulbes, mine de rien, dans les massifs, ça permet aussi de créer un peu de la surprise. Ça amène des couleurs, ça revient chaque année. On n'est pas forcément obligé de les bouger, on peut les laisser en place
Par exemple, le dahlia, nous, chaque année, on le retire. L'année prochaine, on en met 5 ensemble, on le change de place, on change les couleurs, etc. Ça permet de créer un peu de diversité dans le massif. Les bulbes de tulipes de jonquille, techniquement, même les bulbes d'allium, vous les laissez en place. Par contre, il faut faire quand même des belles touffes, minimum 5-7 bulbes pour toutes ces fleurs coupées, donc qui peuvent être utiles dans un jardin pour amener justement de la couleur. Donc, de préférence, on plante de novembre à mars. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on peut planter presque tout au long de l'année en fonction du contenant. Les racines nues, c'est obligatoire de novembre à mars. Donc, la racine nue, c'est les plantes qui arrivent directement chez nous. Les racines à l'air, techniquement, quand on les reçoit, faut surtout les mettre en jauge s'ils ne sont pas plantés dans la journée. Parce ils peuvent souffrir si jamais ils ne sont pas mis en jauge, parce que les racines sèchent, s'ils ne sont pas protégés. Un racine nue, vous pouvez le crever au bout de 2 jours. Donc il est important de le planter très rapidement, de le mettre en jauge dès réception. Donc ça, c'est vraiment spécifique, il faut planter de novembre à mars et surtout bien arroser derrière. Mais ça, on y reviendra après. Après, donc, les plantes en mode, pareil, on est plus de novembre à mars aussi. Donc, que ce soit les arbustes ou les arbres, on garde cette thématique-là, on garde cette période-là de novembre à mars. Les plantes, par contre, en conteneur, telles les petites vivaces qu'on trouve généralement, c'est vrai que ça peut se planter tout au long de l'année. On n'a pas de contraintes particulières. Mis à part peut-être de l'arrosage quand on est sur des périodes assez chaudes, mais en soi, c'est des végétaux qui ont une reprise assez facile. Donc c'est pour ça que généralement, on tombe sur ces 3 types de contenants: le conteneur, la motte et la racine nue. Donc lorsque l'on plante, un arbre en motte comme sur la photo, ça, c'est une intervention qui est très importante parce que si vous foirez dans votre trou de plantation, vous pouvez totalement foirer la reprise de l'arbre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez donc le diamètre de votre motte et vous agrandissez le trou 1/3 supérieur en hauteur comme en profondeur. Il est important aussi de bien décompacter le fond de la motte parce que pareil, les racines, quand il va se poser, il faut que les radicelles, quand elles vont commencer à croître, il faut qu'elles ont un sol quand même assez léger, qu'elles puissent se propager. Si elles ont un sol dur, les racines ne bougeront pas et en fait, il va énormément végéter. Donc il est important de creuser bien plus large, bien plus profond et surtout bien décompacté. Lorsque vous allez reboucher votre trou, surtout, ne mettez pas que du terreau parce que le terreau, ça brûle les racines si vous le mélangez pas. Il faut absolument le mélanger avec la terre en place. Généralement, on met 1/3 de terreau, le reste on remet la terre qui était en place, en retirant bien sûr les cailloux, les racines, ça vous pouvez les retirer. Ça, il est très important de le faire. Donc ça va optimiser la reprise du végétal parce que c'est vrai que des végétaux en motte, quand on voit le système foliaire qui est quand même conséquent, mine de rien, les racines en dessous, quand la sève va commencer à remonter, ça va tirer énormément, énormément sur les racines et en fait, elles vont pas suivre et c'est là que l'arbre peut crever. Donc il est important justement de réaliser une belle fosse de plantation pour pouvoir, s'assurer d'une bonne reprise du végétal. Quand vous voyez cette photo-là, par exemple, là donc on est en une motte grillagée avec une tontine autour. Il est important de la mode grillagée, un peu de la fracturer, de la casser sur la hauteur et redescendre un peu la tontine. Ensuite, le reste, vous laissez tout sur place. Ça va se désagréger naturellement. Vous embêtez pas à la retirer, sinon vous allez péter la motte. Mais il est important quand même de retirer juste le dessus et de le redescendre parce que les racines, sinon elles peuvent se blesser autour. Au niveau donc maintenant, une fois que la plantation est réalisée, que le trou est rebouché, donc le tutorage, pareil, ça c'est une étape quand même assez importante. Donc en fonction du type de végétal, on met un tuteur seul, plutôt pour les végétaux, les arbustes en CP, donc ceux qui partent directement de la base et qui ont un petit conteneur, un tuteur, ça suffira amplement. Généralement, nous à l'entreprise, quand on fait de la plantation de sujets en mode, comme on a vu sur la photo précédente, c'est vrai qu'on fait du tutorage bipode, assez simple à installer. Donc, ce qui est important, c'est que le tutorage, il faut absolument au moins se garder une marge de sécurité de 50-60 centimètres par rapport au tronc de l'arbre, pour lorsqu'on installe le tuteur, ne pas blesser les racines.
Parce qu'un tuteur, s'il fait 2,50 m, techniquement, il faut l'enfoncer d'au moins 1 mètre. Il ne faut pas que ça bouge. Parce que sinon, premier coup de vent, vous êtes sûr que votre arbre va tomber. Donc 2 tuteurs, un de chaque côté, toujours face au vent dominant, quand on va mettre le demi-rondin, donc qui va permettre de relier l'arbre donc avec les 2 attaches plastifiées. J'ai plus le nom en tête, justement de ces attaches, là, j'ai un petit trou là-dessus. Oui, c'est des lanières en caoutchouc généralement qu'on met, parce que des fois, on voit souvent sur des plantations, malheureusement, des lanières plutôt en fil de fer, il y a rien de pire. Ça blesse l'arbre et surtout, généralement, quand c'est de la plantation, dans des lieux publics, il y a pas énormément de suivi là-dessus. Donc s'il y a pas de suivi, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre collier de serrage, en fait, il va se faire «attraper» entre guillemets, si on peut dire ça, par l'arbre. L'arbre va pousser autour. L'écorce va venir se greffer autour de votre lanière et là, on va avoir un point de faiblesse. Premier coup de vent, l'arbre, il va péter exactement à ce niveau-là. Donc il est important, au niveau des colliers de serrage, une vérification 2 fois par an. Le desserrer, être sûr qu'il n'est pas en train d'abîmer l'arbre. Ça, c'est réalisé que trop peu souvent. Donc il est important de le faire et généralement, au bout de 2 ans, le tuteurage, vous pouvez l'enlever, parce que techniquement, le système racinaire du végétal est créé. Après, si vous sentez que l'arbre est un peu faiblard encore au niveau du volume foliaire, ça se voit tout de suite, on peut laisser le tuteurage. C'est quand même assez esthétique quand il est bien réalisé et les tuteurs, techniquement, c'est des tuteurs châtaigniers, c'est pas censé bouger dans les années à venir. Donc maintenant aussi, on va parler de l'arrosage parce que ça, j'ai remarqué, y compris nous dans l'entreprise, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de difficultés à arroser les plantes après plantation. Alors, auparavant, je travaillais dans une entreprise, près de Vernon et qui était vraiment spécialisée dans la plantation où ils pouvaient nous sortir des chantiers 50 60 000, 80 000 € pour du particulier uniquement en plantation. Autour de terrains de golf, de terrains de tennis et cetera. Il y avait des clients, on va dire, qui avaient les moyens donc de se payer ça et donc on avait quand même une exigence particulière. Parce qu'il faut savoir qu'un SAV de plantation, les plantes sont garanties à 1 an. Si au bout d'1 an, par exemple, votre arbre en motte, qui fait, 5-6 mètres, qui a coûté au client 5 000 à 6 000 €, pour être planté parce qu'il faut amener une mini-pelle et cetera. Quand vous devez le replanter parce qu'il est mort et que c'est entre guillemets «un défaut» de votre part, bah, le SAV, ça fait mal à l'entreprise, quoi. Donc c'est pour ça qu'on était quand même assez pointilleux là-dessus. J'ai remarqué, même pour avoir parlé à des confrères, que l'arrosage était quand même assez négligé et je trouve ça dommage parce que c'est peut-être la partie la plus importante. Pourquoi? Parce que quand vous allez arroser votre végétal, par exemple, si on vient sur notre arbre en mode qu'on a vu au début, pour un arbre comme ça, il faut lui lâcher quasiment 70 litres la semaine. 70 litres d'eau chaque semaine, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas. Parce que il faut arroser 1 fois la semaine, en période de sécheresse peut-être 2 fois la semaine, pas plus. Mais il faut absolument le faire parce que c'est les racines qui vont se coller du coup si on parle un peu en général, c'est les radicelles qui vont se coller à la terre grâce à l'eau et ensuite, c'est comme ça que le végétal aussi va pouvoir pousser parce que l'eau, est puisée donc par les racines et donc c'est comme ça qu'on va créer tout ce qui est photosynthèse au niveau du système foliaire et cetera. Donc il est important d'arroser copieusement les végétaux sur une durée d'1 an en général. Ne pas arroser tous les jours, parce que si vous arrosez tous les jours, là, c'est l'effet inverse. On crée une asphyxie racinaire. Ça veut dire qu'en fait, parce que les racines ont besoin d'eau, mais elles ont besoin d'air aussi. Si vous arrosez tous les jours, il y a pas d'air, asphyxie racinaire et en fait, votre végétal va crever. Vous allez le voir directement, le feuillage jauni, il flétrit. Les clients me demandent: «Pourquoi mon végétal, il est en train de mourir alors que je l'arrose?» Je fais: «Vous l'arrosez tous les jours?» «Oui, le problème est de là». Et faire très attention. Vaut mieux arroser copieusement une fois qu'arroser tous les jours, mais un petit peu. Donc l'arrosage, ça optimise donc, le taux de reprise pour les végétaux
Et on a aussi une méthode donc de pralinage des racines. Donc c'est un mélange en général de tourbe, de pralin et d'eau. Donc ça fait comme une sorte de bouillie, principalement donc pour les racines nues. Vous trempez votre végétal dedans et ensuite vous le mettez dans la motte. Ça optimise vraiment énormément du coup la reprise des végétaux. Le suivi post-plantation, donc comme je vous disais à l'instant, le suivi d'arrosage sur une année complète, parce que le SAV, ça coûte cher. C'est quand même nous, entreprise, c'est très difficile à mettre en place parce qu'on va pas passer toutes les semaines chez le client pour vérifier, que c'est arrosé. Donc on signale au client, bien sûr. Généralement, il joue le jeu, hein, quand on est sur des plantations qui coûtent quelques milliers d'euros, il fait attention quand même à son suivi d'arrosage. Donc ça, c'est vrai que le suivi post-plantation, on n'en parle pas assez. Donc vérification du suivi d'arrosage, vérification des colliers de serrage pour ne pas blesser l'arbre, et surtout les premières années, créer des tailles de formation donc de l'arbre. Parce qu'on a tendance aussi beaucoup en entreprise, on plante l'arbre, et ensuite terminé, on s'en occupe plus. Le suivi post-plantation, mine de rien, ça ramène du chantier, que ce soit en entretien de jardin. Après aussi, ça ramène, des plantations futures. C'est du bouche à oreille. Taille de formation, on est très peu, je trouve, à le proposer. Nous, en entreprise, on le fait systématiquement. On a un suivi sur l'arbre sur les 2, 3, 4 premières années de plantation, parce qu'un arbre, s'il est pas taillé, ça va vite devenir un bazar monstrueux. Il est important de savoir expliquer au client, que la taille de formation, donc c'est supprimer les bois morts, faire une taille sanitaire, éclaircir le sujet, parce que c'est comme ça aussi qu'il va optimiser donc optimiser sa croissance. Donc ça, il est important de le proposer, vous de votre côté. Donc concernant là, on était plus sur un thème général, de ce que je peux rencontrer moi en entreprise. Après, vous de votre côté, je sais que vous avez vos cours écrits qui sont beaucoup plus poussés en technique. Là, on était quand même sur ce qu'on rencontre le plus souvent, donc sur le terrain. Donc n'hésitez pas, vous de votre côté, si vous avez des questions, à me poser concernant la visio, concernant les cours de plantation, vous m'envoyez tout par mail, je répondrai quand même le plus rapidement possible, parce que là, on était vraiment sur de la pratique pure et dure que l'on trouve en chantier. C'est ce que je retrouve quasiment exclusivement. Donc, bah, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, et maintenant, bah, vous pouvez me poser vos questions et je vais pouvoir, laisser la main à Xavier s'il a quelque chose à dire. Alors, bah, tout d'abord, merci Pierre-Étienne. J'ai trouvé ça très complet et très, très sympa de pouvoir suivre avec les diapos. En effet, on va vous laisser poser des questions. Alors, il y a déjà une première question qui est apparue tout à l'heure. C'était par rapport au collier. On avait le recyclage des chambres à air. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça nous est arrivé de le faire. Ça nous est arrivé de le faire parce que c'est efficace. Des chambres à air autour du cou d'un fil de fer, comme pour des tuyaux d'arrosage aussi, généralement. On recyclait ça. Ça passe très bien. Ça coûte moins cher que des colliers de serrage, ça, il n'y a pas photo, parce que les colliers de serrage, ça a un certain coût. Un tutorage pour un arbre, quand on compte le tuteur, le demi-rondin, le temps passé, ça peut chiffrer vite, hein. Donc, c'est vrai qu'une chambre à air, je vais pas dire que ça fait pas pro, c'est efficace. Moi, peu importe si c'est pro ou pas, le but c'est que ce soit efficace et que ça blesse pas l'arbre. Donc oui, ça je valide totalement. Est-ce, est-ce que vous avez des questions? Alors, Philippe nous pose une question, je crois. Hop. Donc j'arrive à aller voir les questions. Là, je vais avoir conversation, ça va être bon. Oui, à quel niveau le haut de la mode doit-il être? Au niveau du sol ou au plus bas? Techniquement, faut qu'il soit au. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça d'ailleurs. Le haut de la motte, il doit être quand même au niveau du sol. Après, concernant la plantation, une fois qu'on a planté, je vous ai pas parlé de la cuvette d'arrosage. Pareil, c'est quelque chose que, à l'entreprise, avant que j'arrive, on n'a jamais fait une cuvette d'arrosage. J'y connaissais même pas ce que c'était. Donc, la cuvette d'arrosage, qu'est-ce que c'est? En gros, autour du tronc, à 50 centimètres autour du tronc, en périphérie. Donc, on fait comme une sorte de boudin tout autour qui va permettre de retenir l'eau.
Parce que toute l'eau que vous allez donc mettre quand vous allez arroser, elle va se concentrer au niveau du système racinaire du végétal. Aller planter un arbuste dans un talus sans faire une cuvette d'arrosage, essayer d'arroser, toute l'eau toute l'eau va couler, il n'y aura rien qui ira au niveau de la plante. Sur un talus, on peut faire des cuvettes d'arrosage. Ça, on y arrive. C'est super important de faire ça et c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et au niveau de la cuvette d'arrosage, donc ça sert pour l'arrosage, mais aussi on peut, nous, ce que je fais, on met du paillage en copeaux de bois broyé tout autour parce que ça permet de retenir l'humidité. Ça permet d'éviter aux mauvaises herbes d'apparaître autour de l'arbre. Et aussi, du coup, les copeaux de bois broyés, quand ils vont se décomposer, beh, ils vont apporter, entre guillemets, «à manger au végétal». Donc il est important de le faire. Donc pour la question de la motte, il faut la mettre au ras du sol, mais bien mettre la cuvette d'arrosage. Qu'on concernant la question de monsieur Roineau sur le tutorage unique oblique par rapport à 2 tuteurs droits. Le tutorage unique, c'est pour les végétaux en CP, principalement. Après, pour un végétaux sur tige, on n'en fait pas. Sur tige, je mets toujours 2 tuteurs, parce qu'au moins on est sûr que ça tient, mais c'est vraiment que pour les CP où on fait un tutérage en oblique. Moi, c'est ce que je fais en général. Si le sol est bien gorgé d'eau suite alors, pour la question de madame Monteil, si le sol est bien gorgé d'eau suite aux dernières pluies, est-ce qu'on doit quand même arroser à la plantation? Oui, il faut arroser quoi qu'il arrive. Qu'il ait flotté 40 millimètres la veille, quand vous faites votre trou de plantation, que vous mettez votre végétal, que vous rebouchez le trou, vous arrosez systématiquement. Moi j'ai une petite question rapide. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un arbuste en CP? Les arbustes en CP, en fait, c'est un arbuste tel, par exemple, un buddleia. Si tout le monde voit ce que c'est qu'un buddleia, tout part du pied. Ça veut dire que vous avez toutes les branches qui partent du pied, à droite, à gauche, et cetera. Les végétaux en CP, c'est ça. Donc, on a les arbres tiges, donc on a 1,50 m, 2 mètres de tronc, ça c'est ce qu'on appelle un arbre tige. Et les CP, c'est vraiment où toute la végétation part du sol, vraiment part du collé de l'arbuste. Donc c'est pour ça que de mettre 2 tuteurs à ce niveau-là, ça sert à rien. On est obligé d'attraper dans la CP une branche principale qui est assez costaud, celle qui part le plus à la verticale, pouvoir se caler là-dessus et puis mettre le collier de serrage autour. C'est pour ça. Ok, merci. Comme Anthony a dit, un noisetier, oui, on est dans le même principe. Noisetier, Photinia, Forsythia, tout ça, c'est un peu de la CP. Alors là, j'ai une question d'Anthony concernant la protection des arbres lors de la plantation. Comment faites-vous? La protection des arbres, bah, disons que quand vous dites protection, c'est par rapport à quoi? Moi, c'est protection par rapport si c'est planté, par exemple dans une prairie où il y a des moutons ou autre. Par rapport aux animaux, bah, il y a des systèmes, je sais plus comment ça s'appelle, en fait, ça fait comme une grille qui est tout autour du végétal. Ça s'achète, donc dans des jardineries, ça coûte, 10 € à peu près et ça permet de protéger, en fait, le tronc de l'arbre. Donc après on peut mettre du grillage aussi directement, ça fera moins esthétique, mais il existe et ça je retrouverai le nom, je vous l'enverrai, mais on en trouve en jardinerie. En fait, ça fait comme une grille de fer tout autour de l'arbre et ça permet de protéger justement d'un mouton qui va bouffer son écorce, par exemple dans les prairies. Et pour l'arrosage avant et après la plantation, quantité d'eau et amendement, tout dépend du sujet. L'arbuste en moyenne c'est 10 litres par arrosage. Un bon arrosoir 2 fois la semaine, c'est très bien. Et l'amendement, honnêtement, si vous avez une bonne terre de jardin, je mets jamais de terreau, je m'embête pas avec ça. Par contre, je mets du paillage en copeaux de bois. Ça, du paillage, on en met énormément, énormément, énormément. Parce que comme ça, on recycle, nous, nos déchets végétaux et on essaye de créer, en fait, des jardins zéro déchet. C'est-à-dire que tout ce qui est dans un jardin, on sort rien. Tout reste en place. Donc pour ça, c'est des petits broyeurs, c'est quand même plutôt bien. Et nous, ça nous évite d'envoyer tout à la déchetterie parce que c'est quand même, je trouve très dommage pour le client de payer du déchet vert qu'on va mettre en déchetterie pour ensuite lui faire refacturer des copeaux. On essaye de tout laisser en place. Comme ça, c'est un gain de temps pour nous, c'est un gain de temps pour eux et un gain financier aussi pour eux.
Donc là, j'ai une question concernant un kiwi, besoin d'un tuteur. Non, le kiwi, il a surtout besoin en fait d'une structure bois directement. Nous, on travaille pour l'entretien d'un monastère qui fait 2 hectares. Ils ont des kiwis. On a le contrat depuis 2 ans et là, on est en pourparlers pour faire une pergola directement en bois, mais longue sur 40 mètres, hein, parce qu'ils ont quand même un gros kiwi. Un tuteur, ça suffira pas. Il faut vraiment une grosse structure bois parce que le kiwi, ça pousse énormément. Énormément, énormément. La question de Sionara, la motte, on met tout en terre. Si oui, en quelle matière est le support? Alors la motte, on met tout en terre. En quelle matière est le support? Le support, si c'est un support, une tontine ou après qui est entouré donc par un grillage, généralement c'est fait pour être désagrégé. C'est fait d'office. Quand vous achetez vos mottes dans des pépinières, que vous les recevez à l'entreprise pour être plantées, tout est en matériaux biodégradables généralement. Euh, Question de Monsieur Duplessis, hors taille et rendement, et que le choix du porte-greffe influe sur le taux de réussite de reprise des fruitiers. Oui, le taux du porte-greffe, en effet, parce que entre le greffon et le porte-greffe, donc on va avoir un système racinaire différent. Donc techniquement, oui, c'est très important. Généralement, si je me trompe pas, on a des sujets tels que l'aulne, le saule, et cetera, qui font des très bons porte-greffes. Mais ça, il faudrait que je me renseigne un peu plus. On est plus dans la branche pépiniériste, ça. Mais en effet, le choix est très important. Et toutes ces questions-là, je pourrais vous y répondre au fur et à mesure. La question de Madame Chatagnon, est-il possible de créer un massif de vivaces basses au-dessus d'une fosse septique? En fait, tout dépend de la terre que vous allez avoir sur place. Si vous avez au moins 15-20 cm de terre, si vous avez moins, premier coup de chaud, tout va crever. Donc ça, tout dépend un peu de l'épaisseur de terre que vous allez avoir. Pour protéger les racines des râteaux-pieds, on a perdu. Pour protéger les racines des râteaux-pieds, malheureusement, là pour les taupes, c'est un peu l'impasse, quoi. Là, il faut mettre des pièges. Il faut mettre des pieds autour, parce que là, ou alors vous avez un super chat. Les chats, ça marche aussi, généralement, chez les clients, les chats font des ravages au niveau des taupes. Pour la question de Jean-Baptiste, peut-on faire un pralin à base de terre et de compost? Est-ce qu'il y a un risque que les racines brûlent? J'ai envie de vous dire, tentez-le, mais le compost, vu que ça chauffe énormément, ça peut brûler les racines. Faites un mélange aussi avec de la terre végétale, parce que le compost, ça brûle quand même pas mal. C'est la chaleur, en fait, qui gêne. La question de Philippe, j'ai lu que les plantes livrées en godet ne devraient pas comporter de système racinaire en chignon. Est-ce primordial? Oui, ça c'est une bonne question. Le chignonnage quand vous plantez des végétaux en conteneur. Vous en aurez forcément quand vous allez faire des commandes de végétaux, que ce soit du coup, vers des horticulteurs, des dépôts qui traînent depuis 3 mois en serre, automatiquement, elles font des chignons. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il ne faut pas s'embêter, il faut prendre un cutter ou son sécateur, il faut casser les racines, il faut les couper, il faut même couper quasiment un tiers de la motte. C'est ce que je fais en général, parce que quand c'est des conteneurs en 3 litres, en 1 litre 3, c'est pas grave de leur supprimer un tiers de la motte. Mais il faut absolument retirer le chignon. Donc, en effet, il faut le supprimer. Alors, la question d'Anthony, que conseillez-vous pour une haie brise-vent en bord de mer? Nous, en bord de mer, on n'aime pas trop les tailler derrière, mais c'est vrai que les élagnus, c'est très efficace. Par contre, ça demande de l'entretien. Le Grisellina littoralis aussi, c'est un végétal persistant qui a de la grosse feuille. En fait, c'est un troène, mais avec des feuilles plus grosses. Mais au moins, il résiste aux embruns marins. Après, on a le Filerea angustifolia. Ça, c'est une plante qui est de la famille des oliviers et que je commence à planter de plus en plus. Je le connais depuis 3-4 ans et honnêtement, en général, ça pousse à 3-4 mètres de haut. C'est nickel pour faire un brison. Avez-vous des suggestions pour protéger les jeunes arbres des poules? Vous mettez un grillage autour, j'ai eu le même problème. Donc, j'ai mis un grillage autour de mes arbres. Honnêtement, ça a marché. Maintenant, l'arbre, du coup, il s'est fait un peu élaguer naturellement par les poules, mais j'ai mis un grillage autour.
Ou sinon, après, vous cloîtrez vos poules, quoi. Les- Alors, pour la question de Manon, pour que conseillez-vous de planter pour un sol hydromorphe? Ça veut dire hydromorphe, là, je vais vérifier le terme vite fait parce que je l'ai pas en... J'ai un doute sur le terme. Hydromorphe. C'est un sol qui sature en eau. Un sol qui sature en eau, notamment l'hiver. Alors, un sol qui sature en eau, ben là, il va falloir juste planter. Le saule, il y a que ça de vrai. Le saule, ça vit dans des sols qui sont gorgés d'eau. Donc ça, vous pouvez y aller. Après, il y en a d'autres. Ça, je pourrais vous apporter plus de détails parce que nous, avec toute l'eau qu'on a eue depuis plusieurs mois, j'ai beaucoup de plantations en fait qui ont les pieds dans l'eau et beaucoup de végétaux qui résistent bien. Généralement, les cornouiller, ça résiste bien aussi. Tous les différents cornus, à bois jaune, à bois rouge. Le noisetier, ça résiste. Le saule, ça résiste. Et puis les saules, ben, il y en a plusieurs sortes, hein. On a les petits, les Salis caprea, les petits saules pleureurs, mais vraiment les petits, hein. Mettez pas un saule de 20 mètres non plus. Ça dépend après où c'est l'emplacement, mais vous pouvez y aller. Les eucalyptus, ça peut drainer, et ça boit de l'eau, oui. Par contre, moi, ce que j'aime pas au niveau de l'eucalyptus, c'est que le bois est très cassant, ça pousse très vite. Et à élaguer, c'est une catastrophe. En fait, les eucalyptus sont très bien à garder dans des variétés pour les arbustes. Si vous voulez un eucalyptus, un arbre, il faut le mettre très loin et en fait, il faut presque pas le tailler. Mais ça pousse très vite. En ce moment, en élagage, je fais énormément de devis pour abattre des eucalyptus parce qu'ils ont été plantés beaucoup trop près de la maison. Ouais, mais comme pour Monsieur Jolivet, 35 mètres à 10 mètres de la maison. Voilà. Je... Faire attention quand même. C'est un bois très cassant, hein. Alors, du coup, vous avez encore des questions, dites-moi. Excusez-moi, moi je trouve pas la boîte de discussion. Est-ce que je peux poser ma question à l'oral? Oui, Oui. allez-y. C'est à propos du pralinage. Vous Oui. dites votre recette de pralin eau tourbe pralin. Mhm. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le pralin? C'est une première question. Et une deuxième question, est-ce qu'on praline, par exemple, si on n'apporte pas le pralin sur le lieu de plantation, est-ce qu'on peut praliner en avance? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça croûte, que les radicelles se collent et du coup, faire un peu un effet inverse de croûte, quoi? Voilà. En fait, il faut le préparer sur place. Le jour de la plantation, vous ramenez entre guillemets un gros conteneur et vous allez faire votre mélange juste avant de planter. Comme ça, vous mélangez votre pralin. Donc, généralement, c'est de la tourbe et ça permet aussi de favoriser la cicatrisation des racines. Ça protège les maladies. Donc, c'est un mélange d'un tiers de tourbe, un peu de terre, de l'eau. Et ça va apporter aussi les différents éléments organiques donc pour optimiser la reprise du végétal. Mais ça se fait en fait juste avant l'implantation. Faites pas votre pralin 2 jours avant. Faites-le le jour J. Ça demande 5 minutes à faire. C'est très très rapide à faire. Et après, les pralins, il en existe plein dans le commerce. Vous achetez des sacs tout prêts et vous faites le mélange vous-même. Mais il faut le faire sur place. Ok, merci. Outre la documentation sur les tailles des racines des différentes espèces, profondeur et étalage. Ben, il y a un bouquin, il y a pas mal de bouquins là-dessus. Je sais que les horticolores, au niveau des tailles, le bouquin s'appelle La taille tranquille. Et du coup, il y a tout, la taille des fruitiers, la taille des rosiers, la taille des arbustes, la mésotonie, basitonie, etc. Il nous explique tout en fait. Ça, c'est un très bon arbuste qui m'a pas mal, un très bon ouvrage qui m'a pas mal plu. Ça, faut l'utiliser. C'est un horticola, je crois qu'il doit coûter 20 ou 30 euros, ça se trouve facilement. Donc ça s'appelle la taille tranquille. Et ça, c'est un peu une bible. Et donc au niveau de la question d'Anthony, est-ce que vous taillez à la plantation? Si oui, comment? Donc oui, ça c'est une chose aussi. Lorsqu'on plante, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'au niveau du système racinaire, on n'ait pas de racine qui est cassée. Donc s'il y a une racine cassée, on la supprime juste avant donc la blessure, parce que sinon ça peut être un vecteur de maladie.
Et si on taille après la plantation, bah, en fait, on va adapter un peu le système foliaire par rapport au système racinaire. Pour tout le monde, en fait, pour les arbustes, pour les arbres, il faut généralement le système foliaire est du coup beaucoup plus développé par rapport au système racinaire. Donc, faut pas hésiter à retirer quasiment un tiers de la surface foliaire, pour essayer de retrouver un équilibre. Donc oui, en effet, ça se taille. Par contre, c'est que de la taille sécateur, hein, et on éclaircit, c'est-à-dire on supprime en priorité tout ce qui est bois mort, on supprime les branches qui se croisent parce que c'est des risques de blessure entre elles et pareil, ça peut être un vecteur de maladie. Les branches qui repartent à l'intérieur de l'arbuste, on essaie toujours de les supprimer pour que les branches repartent en extérieur et pour que la lumière pénètre un maximum, à l'intérieur du végétal. Parce que la lumière, en fait, c'est du coup, ce qui crée la photosynthèse ensuite pour le végétal. Donc il est important qu'on ait un maximum de lumière qui pénètre à l'intérieur du végétal. Donc ça, c'est OK. Peut-on planter des myrtilles en zone hydromorphe? Myrtillers, je pense pas. À mon avis, Lou, il doit peut-être pas trop aimer. À vérifier. Ça, je peux pas la réponse. Je vais pas vous dire de bêtises, mais à vérifier. Concernant, les hors-séries Rustica, oui, c'est bien. Après, il y a des abonnements. Des fois, Mon Jardin, Ma Maison, Rustica, vous pouvez les prendre. Après, vous les prenez sur 1 ou 2 ans, parce qu'ensuite, c'est toujours un peu les mêmes thématiques. Parfois, ça permet de connaître des nouvelles plantes, des nouveautés, qu'ils créent via des cultivars. Ça permet de rester à l'affût, à la page. Ce qui est le mieux, en fait, c'est des fois d'aller dans des librairies ou même dans des jardineries, parce qu'ils ont aussi des livres là-dessus, et s'acheter un bouquin, en fait, que vous connaissez pas. Vous le lisez, 5-6 minutes et s'il vous plaît, vous l'achetez, quoi. Mais comme ça, pas rester focus sur des Rustica ou des magazines. On peut trouver autre chose, on peut trouver des très bons bouquins. Un grillage suffit-il contre les ragondins? J'ai envie de vous dire oui, par contre, faut le planter dans le sol. Faut au moins, c'est comme entre guillemets pour les poulaillers, pour se protéger des renards, il faut planter à 20 centimètres dans le sol le grillage pour être tranquille. Euh, donc la question de ma Chatagnon, quelle plante tropicale pour maintenir une butte? Euh, Après, ça dépend de où vous plantez, entre guillemets. Donc, quel est votre milieu? Parce que la plante tropicale, si on a des gelées ou autre, votre plante tropicale, elle va crever. Ça dépend. Parce que sinon, Non, plante non, trop. Oui? pardon, c'est Madame Chatagnon du coup. Ah bon. Non, je suis sous les tropiques, donc c'est Oui. vrai, avec une, donc elle va pas geler, mais c'est vraiment pour retenir une butte qui fait 2 mètres de haut et avec les pluies justement très fortes pour éviter que la terre s'en aille, donc qu'elle plante. Mais ça, là, il faudrait que je me renseigne là-dessus parce que je vous cache pas qu'en Normandie, les plantes tropicales, on n'en fait pas énormément. Donc, j'ai pas trop de notions là-dessus. Le bambou, j'aurais tendance à vous dire, si vous prenez des bambous, faites attention au niveau du système racinaire. Prenez des non traçants parce que sinon, ça va être un carnage. Après, oui, le bambou, ça peut en faire partie. Un peu partout, il est important de mettre un filet antiracinaire autour de votre butte. Parce que sinon, ça peut vite être un massacre. Donc, ça, je vais me regarder sur la question. De toute façon, je reprendrai toute la conversation. C'est pour ça que je posais aussi la question sur où trouver la documentation sur la taille des racines, mais pas la taille où on coupe, la taille, leur dimension, savoir si elles vont justement en profondeur, pour qu'elles soient pivot ou un maximum. Ben après, il faut des... Oui, si vous prenez des pivots, c'est pas ce qui va retenir sur un talus, en fait. Il faut vraiment qu'on ait un système racinaire qui soit assez dense et qui va coloniser toute la butte. Et c'est comme ça que vous allez la maintenir. Un pivot, ça retient pas grand-chose au final. Okay. Je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres questions, du coup? Oui, par rapport à tout à l'heure, là, on parlait des râteaux-pieds. Le terreau on dit pas terreau, on dit le tourteau de ricin, c'est pas quelque chose d'efficace contre les râteaux-pieds? Le ricin, oui, parce que c'est toxique, c'est ça? Ça émet une toxine? Oui, voilà, c'est ça. C'est à la fois un engrais, mais c'est surtout un répulsif, oui, pour les.
Après, les répulsifs, il Et- en existe, hein. Il existe des répulsifs, mais c'est pas dans la durée, quoi. Ah, Généralement, ok. généralement, c'est pas souvent dans la durée. Donc, les râteaux aux pieds, bah, après, il faut protéger avec soit des pièges, ou soit avec un grillage autour. Parce que les répulsifs, ça a tendance à, avec le temps, à pu être très efficace. Et puis des plantes répulsives, il en existe. Mais ça, faut que je me renseigne là-dessus. Mais je sais qu'il en existe. Mais est-ce que c'est efficace à 100%? Je suis pas certain. D'accord. Merci. Est-ce que vos clients sont en demande de jardin autonome style permaculture? Franchement, pas beaucoup. Euh, Ça se développe, mais pas plus que ça. Après, on les aiguille là-dessus, mais il n'y en a pas tellement. Après, nous, dans le bassin Havrais, c'est beaucoup de jardins de ville. Je pense ils sont pas trop en demande de ça. Nous, malheureusement, entre guillemets, si je peux dire ça, ils veulent du jardin sans entretien. Ça, je leur explique toujours qu'il y a toujours un minimum. Ils veulent minéraliser, 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 mettre de la toile, mettre des cailloux. Et ça, on essaye de pas en faire. On évite. On n'a pas envie de minéraliser un jardin parce qu'on minéraliser un jardin, c'est faire crever un jardin. C'est un jardin où il n'y a pas de vie. Donc, on essaye de lutter contre cela. Donc, la permaculture, on en a un petit peu, mais pas beaucoup. Contre les ratopions, on peut favoriser les renards, mettre des perchoirs à rapaces, bouche chouette. Oui, oui, oui. Après, il faut pas que vous ayez de poulailler à côté, quoi. Parce que les renards, ça peut faire du dégât. Les perchoirs à rapaces, oui. Ça, vous pouvez les loger sans problème. Mais sinon, c'est les chats, quoi. Les chats, mine de rien, je suis pas énormément fan des chats parce que ça mange énormément d'oiseaux, mais c'est efficace pour ça. Je peux rien dire. Ok, bien. Léa, vous avez encore une main levée? Non? Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez une dernière question? Non? Après, concernant si vous avez des questions qui vous reviennent ou si vous refaites la visio éventuellement, et aussi en potassant vos cours, n'hésitez pas à envoyer du coup l'adresse mail, hein. Généralement, je réponds dans la journée ou le lendemain ou plus tard. Très bien. Bon, moi, je te remercie, Et vous Pierre-Étienne. pouvez nous renvoyer l'adresse mail dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, Vous je la vais vous voyez pas? faire. Sur la diapo, vous la voyez pas? Je vais vous l'envoyer. Je pense que je suis pas sur la bonne diapo, ou alors c'est à moi de bouger la diapo. Là, c'est... Ok, c'est bon, je l'ai alors. La 12e. Ouais. Merci. C'est bon. Hop. On a peut-être une question qu'on a loupée. Là, j'aurais une bonne association de végétaux à nous conseiller, couvre-sol, arbustes, plantes grimpantes et arbres afin qu'ils poussent en symbiose. Euh, Plantes grimpantes, on va dire du chèvrefeuille, c'est bien, le chèvrefeuille arbustif, c'est pas mal, ça fleurit, c'est odorant, c'est mellifère, ça amène pas mal de vie. Un couvre-sol, après, couvre-sol, ben, tout dépend si c'est couvre-sol plutôt arbuste ou plutôt vivace, parce que si on a un couvre-sol vivace, on peut mettre de la juga, donc ça fleurit, ça colonise, on peut mettre de la pervenche, ça colonise, de la pachycandra, tout dépend s'il y a une toile en dessous ou pas. Après, l'arbuste, en fait, il y a tellement de choix. Moi, l'arbuste qui est quand même utile, c'est les argousiers, parce que les argousiers, ça fleurit, ça produit des baies pour les oiseaux. Les cotonastères, c'est tout bête, mais pareil, ça fleurit, ça produit des baies pour les oiseaux. Le noisetier, c'est pas mal aussi. Après, si on part sur des végétaux qui fleurissent, qui fleurissent beaucoup, le céanote, c'est très, très mellifère. Si on l'associe, par exemple, avec du perovskia, avec du nepeta, vous allez être recouvert d'abeilles. Vous allez avoir de la vie dans votre jardin, donc il y en a plein, en fait, il y a plein d'associations.
Concernant la question d'Anthony, je veux bien le nom de l'arbre pour le brise-vent. Brise-vent, ce qui marche bien, nous on plante beaucoup, c'est du chêne ilex. En brise-vent, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Après, il en existe plein, mais généralement, quand on fait un brise-vent, on plante des arbres, on plante des arbustes comme ça. On protège à 8-10 mètres. Ensuite, on a les arbustes qui sont persistants, qui vont protéger de 0 à 3-4 mètres. En gros, ça fait une double haie, mais archi efficace. Et là, on peut mettre du Viburnum opulus, on peut mettre du Cornus mas, on peut mettre du noisetier, on peut mettre du saule, on peut mettre différents cornouillers. Et on crée pareil aussi un écosystème à l'intérieur, et c'est des végétaux qu'on va tailler une fois par an, mais c'est que de la taille sécateur. Nous, ce qu'on préconise dans nos jardins, ce que je dis souvent à mes clients, c'est ce que je vais vous planter. Le but, c'est de tout tailler à hauteur d'homme, sans monter sur un escabeau, au sécateur. Parce que si vous montez sur un escabeau, vous risquez de tomber. Un taillé, ça coûte cher, ça fait du bruit et ça fait quelque chose qui a un rendu pas terrible. Techniquement, un jardin, on peut vous l'entretenir avec un sécateur et un couteau désherbeur. C'est ce que j'essaye de faire un maximum dans mes jardins. Bien. Si vous avez plus de questions, on va s'arrêter là. Alors juste, je vous ai mis dans le chat, il y aura une visio sur un point de vente à la ferme, donc le 7 février, et une visio encore où Pierre-Étienne sera présent sur les pépiniéristes. Donc vous avez plusieurs visioconférences là qui vont avoir lieu sur certains thèmes qui m'avaient été demandés. Voilà, j'ai essayé d'honorer un petit peu vos demandes, donc en espérant que ce soit assez précis pour vous. N'hésitez pas à faire votre retour et voilà. Donc, dernière question de Philippe, est-ce que tu as un conseil pour un broyeur? Ben, nous, je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait acheté un broyeur à chenilles, pour ne pas citer la marque, Rabot. C'est fragile. Après, je sais que tout ce qui est Timberwolf, ça marche quand même pas mal. Nous, on a fait le pari de plus en acheter, honnêtement, parce qu'on peut en avoir en location très facilement. Et puis, par exemple, pour mes prestations d'élagage, en fait, je les loue sur des durées de 2, 3 mois, 4 mois. Ça me revient entre guillemets à 80 € la journée, admettons, pour un broyeur. C'est largement rentabilisé, même s'il sort pas toute la semaine complète. Parce que mine de rien, un broyeur, quand on doit changer les couteaux, qu'on a les différentes panneaux hautes, c'est un gros budget. Et nous, honnêtement, bon, j'ai juste une équipe d'élagage. Voilà, s'il sort 3 ou 4 mois dans l'année, c'est bien. Donc, j'ai pas envie de m'embêter à en acheter un, sachant que celui qu'on avait acheté, qui nous a fait 2 ans et qui a plus fini, entre guillemets, en panne qu'autre chose, il nous avait coûté 16 000 € à l'époque, hein. Donc, voilà, la location par moment, c'est pas mal. Ok. Bon, bah merci. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne Merci soirée. à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, Au merci. revoir, merci. Tac.